À 9 heures du matin, le 27 septembre 1942, le lieutenant-colonel William Walling se tenait au bord du champ d'aviation Henderson Field, sur Guadalcanal, regardant 4 marines transporter une civière vers le poste de secours. 22 ans. 3e patrouille de la semaine. Mort, avant même d'avoir trouvé la position japonaise. 3 autres civières suivirent. La jungle avait englouti une patrouille de 7 hommes ce matin-là. Seulement 4 revinrent. La jungle appartenait aux Japonais. 2 mois après le début de la campagne de Guadalcanal, les patrouilles de marines tombaient dans des embuscades qu'elles ne voyaient jamais venir. 17 patrouilles anéanties en 3 semaines. Les Japonais se déplaçaient dans la végétation dense comme des fantômes. Les marines entraînées pour les assauts frontaux ne pouvaient pas voir un soldat ennemi à 3 mètres. Les tireurs d'élite ennemis abattaient les officiers. Les nids de mitrailleuses restaient cachés jusqu'à ce que des sections entières passent devant eux, puis ouvraient le feu depuis l'arrière. Walling savait que ce schéma les tuerait tous. La première division de Marines avait perdu 400 hommes dans des embuscades japonaises, rien qu'en septembre. Les tactiques d'infanterie classiques ne fonctionnaient pas dans la guerre de jungle. Il fallait autre chose, quelque chose que les Japonais n'attendraient pas. 2 jours plus tôt, Walling avait été relevé de son poste de commandant en second du 5e régiment de Marines. Pas pour échec au combat, mais à cause de conflits de personnalité avec son supérieur. La plupart des officiers dans sa situation auraient été renvoyés aux États-Unis, mais le colonel Gerald Thomas, chef d'état-major de la division, connaissait sa réputation. Vétéran de la Première Guerre mondiale, étoile d'argent à San Miguel, tireur d'élite ayant participé aux Jeux olympiques de 1924. Mais surtout, Walling comprenait mieux que quiconque l'art de la survie sur le terrain. Thomas le garda sur Guadalcanal, réfléchissait à notre problème de jungle. Walling passa 3 jours à observer les patrouilles partir et à compter combien revenaient. Les chiffres étaient impitoyables. À ce rythme, la division manquerait d'infanterie avant que les Japonais ne manquent de jungle. Il avait besoin d'hommes capables de chasser les chasseurs. Des hommes qui savaient traquer, lire le terrain et se déplacer sans bruit. Des hommes capables de tuer sans être vus. Le 29 septembre, Walling entra dans la tente du général Alexander Van de Grift avec une proposition. Formons une unité de scouts snipers sans volontaires, choisis parmi les marines, ayant une expérience de chasse du plein air et du tir de précision. Il expliqua, nous les entraînerons à la reconnaissance et à l'embuscade et les enverrons en petites équipes recueillir des renseignements et éliminer les positions japonaises avant l'avance des patrouilles régulières. Van Grift approuva immédiatement. Le général avait étudié les tactiques du lieutenant-colonel Robert Rogers et de ses rangers durant la guerre franco-indienne, de petites unités mobiles, opérant de manière indépendante derrière les lignes ennemies. L'idée convenait parfaitement à leur situation désespérée sur Guadalcanal. Walling disposait d'1 semaine pour trouver ses hommes et commencer l'entraînement. Si vous voulez découvrir comment Walling a bâti l'unité la plus redoutable du Pacifique, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour soutenir ces histoires oubliées. Cette nuit-là, Walling lut les dossiers de service cherchant des signes particuliers, qualification de tireur, expert, origine rurale, expérience de la chasse, antécédents disciplinaires, montrant de l'indépendance, non de la lâcheté. Des hommes qui pensaient par eux-mêmes, le genre de Marines qui avaient des ennuis pour avoir remis en question les ordres, mais qui menaient toujours la mission à bien. Le 1er octobre, Walling avait identifié 43 candidats.
Il les convoqua à un briefing à 6h00 le 2 octobre. C'est une mission volontaire. Le taux de perte pour la reconnaissance dépasse 50%. Vous opérerez par équipe de 2 ou 3, parfois plusieurs jours, derrière les lignes japonaises. Aucun renfort, aucune extraction si ça tourne mal. 41 hommes se portèrent volontaires immédiatement. 2 partirent sans un mot. Walling regarda les hommes devant lui. La plupart avaient 20 ans, au moins la moitié, n'avaient non pas 2 mois de combat derrière eux. Mais ils possédaient quelque chose que l'infanterie ordinaire n'avait pas. Ils voulaient chasser, et Walling allait leur apprendre à devenir l'unité la plus redoutée que les Japonais rencontreraient dans la guerre du Pacifique. Son entraînement deviendrait un modèle. 2 ans plus tard, un autre officier des Marines utiliserait ces méthodes pour créer une unité encore plus célèbre, avec une exigence de recrutement si inhabituelle qu'elle choquerait tout le corps des Marines et forgerait une légende de 80 ans. Walling commença l'entraînement le 3 octobre. Aucun manuel n'existait pour ce qu'il construisait. Le corps des Marines avait dissous son programme de scout sniper après la Première Guerre mondiale. Tout ce que Walling savait venait de l'expérience 24 ans, dans le corps des patrouilles de jungle, au Nicaragua, des champs de bataille, en France, où il avait appris que les soldats invisibles survivaient plus longtemps que les braves. La première leçon fut le silence. Walling emmena ses volontaires dans la jungle, à l'ouest de Henderson Field, et leur demanda de marcher 100 yards sans faire de bruit. Tous échouèrent. Le matériel tinta. Les bottes faisaient craquer les branches. Les gourdes tintaient contre les fusils. La jungle amplifiait chaque son. Il leur fit recommencer. Il supprima tout ce qui faisait du bruit. Il scotcha les pièces métalliques. Il enveloppa d'étoffe les attaches des gourdes. Ils marchèrent avec des chaussures à semelles souples, au lieu des brodequins réglementaires. Après 3 jours, la moitié des hommes pouvaient se déplacer dans une végétation dense, sans alerter des positions japonaises situées à 200 yards. Vint ensuite le tir. La plupart des Marines touchaient des cibles à 300 yards sur un pas de tir, mais les pas de tir n'avaient ni vent, ni pluie, ni cible qui ripostaient. Walling leur apprit à estimer la distance d'après des éléments du terrain, à juger le vent, en observant la végétation, à tenir compte de l'humidité sur la trajectoire des balles. Il les fit tirer depuis des positions inconfortables, en montée en descente, allongés dans la boue accroupis derrière un abri qui à peine les dissimulait. Le 10 octobre, ses meilleurs tireurs pouvaient abattre un soldat japonais à 400 yards avec des organes de visée en fer. La partie la plus difficile fut de leur apprendre à penser autrement. L'infanterie régulière des Marines opérait en section de 12 hommes avec une chaîne de commandement claire. Les ordres descendaient des officiers. L'initiative y était découragée. Walling avait besoin du contraire. Des équipes de 2 ou 3 opérant de façon indépendante, pendant des jours prenant des décisions pratiques sans demander d'autorisation. Des soldats capables de s'adapter quand les plans échouaient. Il les forma à la lecture de cartes et à l'analyse du terrain, à identifier de bons emplacements d'embuscade, à croquer les fortifications ennemies, à estimer la force d'un camp d'après la fumée des feux et le passage des hommes des compétences que l'infanterie régulière n'apprenait jamais parce que ce travail de réflexion incombait aux officiers. Le 13 octobre, Walling reçut des ordres du général Van de Grift. La division préparait une offensive au-delà de la rivière Matanikau. Les forces japonaises s'étaient retranchées sur la rive ouest. Des nids de mitrailleuses couvraient chaque approche. Des positions d'artillerie étaient dissimulées dans la canopée de la jungle. Les patrouilles régulières se faisaient massacrer
en essayant de les trouver. Vandegrift voulait que Walling prenne son unité partiellement entraînée et localise les positions japonaises avant le début de l'offensive. Walling choisit 8 hommes, les divisa en 4 équipes, attribua à chacune un secteur à explorer et leur dit d'éviter le combat si possible, de recueillir des renseignements et de revenir. S'ils étaient accrochés, ils étaient livrés à eux-mêmes. Pas de mission de sauvetage. La division ne pouvait pas se permettre de perdre encore des hommes à rechercher des éclaireurs perdus. La première équipe partit à 04h00, le 14 octobre. 2 marines, tous deux du Montana. Ils avaient grandi à chasser l'élan dans les forêts de montagne. Ils remontèrent la Matanikau vers l'ouest pendant 3 heures et trouvèrent une position d'artillerie japonaise à 07h15, 4 pièces de type 92, dissimulées sous un filet de camouflage. 60 soldats. Ils esquissèrent la position, comptèrent les caisses de munitions et revinrent avant midi. La deuxième équipe trouva un nid de mitrailleuses dominant un passage de rivière. La troisième équipe cartographia les routes de patrouille japonaises. La quatrième rencontra des ennuis. Elle cartographiait un réseau de sentiers quand une patrouille japonaise apparut. 5 soldats à 50 yards. Les 2 marines restèrent immobiles, attendirent que la patrouille passe, mais un soldat japonais s'approcha, en longeant, fixa directement l'endroit où les marines se cachaient dans la végétation et leva son fusil. Le marine le plus proche de lui tira le premier. Un coup unique. Le soldat japonais s'effondra. Ses 4 compagnons se dispersèrent en criant. En 30 secondes, des sifflets résonnèrent des troupes ennemies convergèrent vers le bruit. Les 2 marines prirent de la fuite cap à l'est vers les lignes marines. Les soldats japonais les poursuivirent. La course dura 40 minutes. Les marines atteignirent des positions amies avec 11 soldats ennemis à 200 yards derrière eux, mais ils ramenèrent des renseignements cruciaux. Walling disposait désormais de cartes détaillées des positions japonaises le long d'un front de 2 miles. Des informations que les patrouilles régulières n'avaient pas réussi à obtenir après 2 mois d'efforts. Des informations qui avaient coûté des dizaines de vies de Marines. Le général Vandegrift examina les cartes le 15 octobre et modifia immédiatement son plan d'offensive. Au lieu d'un assaut frontal, il utiliserait les équipes d'éclaireurs pour guider des manœuvres d'enveloppement autour des points forts japonais. L'unité de Walling avait prouvé que le concept fonctionnait. Maintenant, Vandegrift en voulait plus. Il ordonna à Walling d'élargir l'unité, trouver 60 volontaires supplémentaires, constituer une compagnie complète et se préparer pour la plus grande offensive des Marines. De la campagne de Guadalcanal, la bataille pour la Matanikau arrivait, et les scouts snipers de Walling ouvriraient de la voie dans les combats de jungle les plus meurtriers qu'ait connue la guerre du Pacifique. L'offensive de Matanikau commença à 06h00, le 6 octobre 1942. Les éclaireurs de Walling partirent 30 minutes avant l'assaut principal. Leur mission était simple, infiltrer les lignes japonaises, localiser les postes de commandement et les positions d'artillerie, éliminer officiers et radiotéléphonistes, semer le chaos avant que l'infanterie marine ne traversât la rivière. Walling organisa ses éclaireurs en une force spéciale. Il les combina avec le 3e bataillon du 2e régiment de Marines. L'unité reçut le nom officiel de bataillon composite, mais tout le monde l'appelait le groupe Walling. Ils traversèrent la rivière Matanikau à 3 miles en amont des positions japonaises, avançant à travers une jungle si dense que la visibilité tombait à moins de 6 mètres. Aucun sentier, aucune carte, seulement la boussole et l'instinct. À 8 heures, il avait pénétré de 2 miles derrière les lignes japonaises sans être détecté.
Le premier contact eut lieu à 9h20. Une équipe d'éclaireurs du groupe Welling repéra un poste de commandement japonais, une tente remplie d'équipements radio, 6 officiers, penchés sur des cartes, 15 soldats, assurant la sécurité. Les éclaireurs attendirent que les officiers se regroupent pour un briefing, puis ils ouvrirent le feu depuis 200 yards. 4 officiers furent tués dans la première salve. Les soldats restants se dispersèrent dans la jungle, sans jamais découvrir qui avait tiré. 30 minutes plus tard, une autre équipe d'éclaireurs élimina un observateur avancé japonais qui dirigeait les tirs d'artillerie sur les positions américaines. Un seul tir à 300 yards. L'observateur tomba. Le feu d'artillerie cessa. L'infanterie des Marines avança de 600 yards avant que les artilleurs japonais ne réalisent que leur guetteur était mort. À midi, le groupe Welling avait encerclé les positions japonaises à l'ouest de la Matanakau. Les bataillons réguliers attaquaient depuis l'est, tandis que les éclaireurs coupaient les voies de retraite. Les forces japonaises se retrouvèrent piégées entre deux feux. Aucune issue, aucun renfort. Le combat dura 4 jours. Entre le 6 et le 9 octobre, environ 750 soldats japonais périrent dans l'encerclement. Le 4e régiment d'infanterie cessa d'exister en tant qu'unité de combat. Les pertes américaines furent plus légères que lors de toute autre offensive précédente, 43 tués, 112 blessés. Le général Van de Grift attribua ce succès aux scouts snipers qui avaient bouleversé la situation tactique, petites équipes recueillant des renseignements, éliminant des cibles clés, désorganisant le commandement adverse. Les Japonais ne s'attendèrent que pas à ce que les Marines combattent ainsi. Ils prévoyaient des assauts frontaux, pas des infiltrations, ni des embuscades. Les méthodes de Welling fonctionnaient, mais à un prix. Le 8 octobre, Welling fut blessé par un éclat d'obus de mortier. Rien de critique, mais suffisant pour l'envoyer à l'hôpital de campagne. Une infection se déclara 3 jours plus tard. Le 15 octobre, la fièvre força son évacuation vers un navire-hôpital. Il passa les 4 mois suivants à se rétablir. Il manqua la fin de la campagne de Guadalcanal, mais son programme survécut. La première division de Marines institua officiellement des pelotons de tireurs d'élite et éclaireurs dans chaque régiment d'infanterie. La compagnie de commandement reçut une section de reconnaissance dédiée. La formation fut normalisée. Les critères de sélection furent codifiés. Tout ce que Welling avait bâti de zéro en septembre devint doctrine officielle du corps des Marines dès décembre. La division lui décerna la Légion du Mérite en février 1944. Le texte de la citation indiquait qu'il avait organisé un détachement d'éclaireurs-tireurs d'élite et supervisé la formation de groupes sélectionnés dans les techniques de repérage, de traque et d'embuscade. Son enseignement et sa maîtrise de la guerre en jungle avaient, selon le rapport, contribué de façon inestimable aux succès obtenus par les patrouilles des Marines. Welling ne retourna jamais à Guadalcanal. Il prit le commandement du 1er régiment de Marines en Australie, les mena à Cape Gloucester, puis commanda les 29e Marines à Okinawa, où il obtint la Navy Cross. Il prit sa retraite en 1954 avec le grade de major général. Mais son véritable héritage n'était pas dans les médailles. Il résidait dans un concept, un modèle sur la manière dont les Marines pouvaient combattre autrement. Son programme devint la base de toutes les opérations de scouts sniper des Marines pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et le Vietnam, chaque conflit où les Marines avaient besoin d'eux, là où l'infanterie régulière ne pouvait aller. 2 ans après la création du programme, un autre officier des Marines lut les rapports de Welling, étudia ses méthodes d'entraînement
et décida de bâtir quelque chose d'encore plus audacieux, un peloton d'élite qui reprendrait les idées de Welling, mais en y ajoutant une touche controversée. Cet officier ne voulait pas de Marines disciplinés. Il voulait des combattants, des fauteurs de troubles, des hommes qui gagnaient les bagarres et finissaient au cachot. Il s'apprêtait à créer l'unité de scouts sniper la plus légendaire de la guerre du Pacifique. À 7h00, le 15 janvier 1944, le premier lieutenant Frank Tachowski traversa le camp de base des Marines à Tarawa, à Hawaï. 29 ans, vétéran des batailles de Guadalcanal et Tarawa. Il cherchait les pires Marines de la 2e division, et il les trouva 18 hommes enfermés en cellules pour s'être battus. Agression, insoumission, destruction de biens. Le genre de faute disciplinaire qui valent aux marines une radiation honoraire. Tachowski n'était pas venu pour les punir. Il était venu pour les recruter. 3 mois plus tôt, le colonel James Risley avait donné à Tachowski un ordre peu commun, constituer un peloton d'élite d'éclaireurs-tireurs d'élite pour le 6e régiment de Marines, calqué sur les commandos britanniques. Former 40 hommes, à la reconnaissance et au tir longue portée, mais ne pas recruter dans l'infanterie régulière. Risley voulait autre chose. Il voulait des hommes incapables d'obéir automatiquement, des hommes qui pensaient par eux-mêmes, des hommes qui survivraient derrière les lignes ennemies, là où les tactiques du manuel vous faisaient tuer. Tachowski comprit la mission. Il avait lu les rapports d'après-action de William Walling sur Guadalcanal, étudié comment de petites équipes d'éclaireurs perturbèrent les opérations japonaises. Mais Walling avait recruté des chasseurs et des hommes de plein air, des hommes disciplinés, qui par hasard possédaient des compétences de terrain. Tachowski voulait le contraire. Il voulait des bagarreurs. Son critère de sélection était simple, trouver des marines qui gagnaient leurs bagarres et finissaient en cellule. Ignorer les perdants qui finissaient à l'infirmerie. Il expliqua sa logique aux officiers sceptiques. Quand 2 marines se battent, l'un gagne et l'autre perd. Le perdant va à l'hôpital. Le gagnant va au cachot pour agression. La justice militaire standard punissait le mauvais homme. Le gagnant prouvait qu'il savait se défendre, qu'il ne rendrait pas les armes quand la violence commençait. C'était le marine que Tachowski voulait dans son équipe. Le commandant du cachot le prit pour un fou, lui dit que ces hommes étaient des fauteurs de troubles des criminels, les cas les moins disciplinés de la division. Tachowski répondit que c'était exactement ce dont il avait besoin. Pendant 3 semaines, Tachowski interrogea 47 marines au casier disciplinaire. Leur demanda pourquoi ils s'étaient battus, ce qu'ils faisaient avant d'entrer dans le corps, s'ils pouvaient tuer silencieusement un homme avec un couteau. 23 se portèrent volontaires. 17 autres vinrent de l'infanterie régulière des Marines, avec des notes d'experts au tir et qui s'étaient distingués à Tarawa. Au 1er février, Tachowski avait ses 40 hommes. Il les appela le peloton d'éclaireurs-tireurs d'élite du 6e régiment de Marines. Le surnom vint plus tard, après qu'ils eurent commencé à voler tout ce qui n'était pas fixé sur la grande île d'Hawaï. L'entraînement débuta dans les hauts plateaux forestiers près de Hilo. Tachowski utilisa les méthodes de Walling comme base déplacement silencieux, tir de précision à longue portée, lecture de cartes, puis il ajouta le combat corps à corps, le combat au couteau, les techniques de garrot, comment éliminer des sentinelles sans faire de bruit, tactiques de commando britanniques adaptées à la jungle du Pacifique. Le peloton apprit à vivre de ce que la terre donnait. Chasser le sanglier pêché. Identifier les plantes comestibles. Technique de survie
pour opérer derrière les lignes ennemies sans possibilité de ravitaillement. Ils s'entraînèrent avec des garrots, en fil de piano, apprirent à enrouler le fil dans de la colle et du verre pilé. Un marine surnommé Wild Bill Emmerich devint célèbre pour avoir sauvé des blessés dans des zones de mort en n'utilisant qu'un garrot et le silence. Le matériel posa problème. Le corps des Marines leur distribua des Springfield de l'époque de la Première Guerre mondiale. Des rations dépassées, aucun camouflage adapté. Alors ils volèrent du meilleur équipement, pillèrent les dépôts de l'armée la nuit, prirent des armes plus récentes, volèrent des conserves et du whisky, volèrent même la Jeep d'un capitaine de l'armée et la repeignirent en vert marine. Si vous voulez voir comment ces 40 voleurs ont mérité leur surnom sur Saipan, cliquez sur « J'aime ». Chaque « J'aime » nous aide à partager ces histoires oubliées. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La réputation de voleurs devint légendaire. Les autres unités de Marines les surnommèrent les 40 voleurs, non comme une insulte, mais par respect. Ces hommes opéraient hors des contraintes militaires ordinaires. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin pour survivre. Les officiers fermaient les yeux, parce que Tachowski construisait quelque chose d'inédit, une unité capable de chasser les soldats japonais sur leur propre territoire. En mai 1944, les 40 voleurs étaient prêts. Saipan approchait 15 miles carrés de rochers volcaniques et de jungle, 30 000 défenseurs japonais. La première invasion du territoire japonais. Le haut commandement prévoyait 70% de pertes la première semaine. Les voleurs allaient entrer les premiers. Quelques jours avant le débarquement principal, leur mission était simple, repérer les positions ennemies, cartographier les défenses, tuer des officiers et survivre suffisamment longtemps pour guider la force d'assaut à travers l'invasion la plus sanglante de la guerre du Pacifique. À 05h30, le 15 juin 1944, le caporal Bill Knuppel était accroupi dans une embarcation Higgins à 300 yards de la côte ouest de Saipan, 21 ans, membre des 40 voleurs. Il regardait le bombardement naval déchirer la plage devant eux. Le bruit était incroyable canon de 16 pouces, des cuirassés batteries de 5 pouces, des destroyers roquettes, des barges de débarquement. Toute la côte disparut sous la fumée et le feu. Les Japonais attendaient, pourtant. Les 2e et 4e divisions de Marines touchèrent la plage à 08h40, 8000 Marines dans la première vague. L'artillerie japonaise ouvrit le feu immédiatement, mortiers, mitrailleuses, pièces d'artillerie pointées sur les zones de débarquement. Des Marines moururent avant même de quitter leurs embarcations. Des corps flottaient dans le ressac. Des blessés se noyèrent dans 3 pieds d'eau. Les 40 voleurs débarquèrent dans la 4e vague. Leur mission différait de celle de l'infanterie régulière. Pendant que les compagnies de ligne se battaient pour les plages, le peloton de Tachowski progressait vers l'intérieur à la recherche de postes de commandement japonais, de positions d'artillerie, de dépôts, de ravitaillement, des cibles auxquelles les marines ordinaires n'accéderaient pas avant des jours. À midi, les voleurs s'étaient enfoncés d'un demi-mile à l'intérieur des terres et se retrouvèrent dans des champs de canne à sucre si denses que la visibilité tomba à 3 mètres terrain, parfait pour une embuscade. Des soldats japonais se cachaient partout. Dans des grottes, des bunkers souterrains, des trous camouflés par la végétation. Le premier meurtre silencieux eut lieu à 13h. 2 voleurs explorèrent un sentier lorsqu'ils repérèrent un opérateur radio japonais seul en train de tendre un fil d'antenne. Ils s'approchèrent par derrière. Garrotte en fil de piano. L'opérateur mourut sans faire de bruit. Ils prirent ses cartes et ses codes radio, laissant son corps dissimulé dans la canne à sucre. 2 heures plus tard,
une autre équipe élimina un poste d'observation de 3 hommes. Couteau, pas de tir. Les officiers japonais ignorèrent que leurs observateurs, avancés, étaient morts. Le tir d'artillerie devint désordonné. Les Marines progressèrent dans des brèches créées par ce feu désorganisé. C'était précisément ce pourquoi Tachowski les avait entraînés, tuer en silence, opérer de manière autonome, prendre des décisions tactiques sans ordre. Les voleurs traversaient le territoire, contrôlés par les Japonais comme des fantômes. L'infanterie régulière livrait des batailles réglées. Les voleurs chassaient. Le 16 juin, Tachowski mena une patrouille pour reconnaître le mont Hippopal, un pic volcanique au centre de Saipan. Les rapports de renseignement indiquaient que les Japonais utilisèrent la montagne comme poste d'observation. Quelqu'un là-haut appelait des tirs d'artillerie. Tachowski devait le trouver. La patrouille grimpa à travers une jungle si épaisse qu'ils durent employer des machettes. Ils atteignirent la base du mont Hippopal à 09 heures et trouvèrent un sentier montant la pente. Des empreintes fraîches, des traces de bicyclettes. Les Japonais utilisaient des bicyclettes pour déplacer ravitaillement et troupes depuis la montagne. Tachowski positionna ses meilleurs snipers le long du sentier, 5 hommes armés de Springfield, équipés de lunettes Unertel, et leur ordonna d'attendre les cibles. À midi, des soldats japonais descendaient à vélo, officiers, courriers, porteurs de ravitaillement. Ils constituaient des cibles faciles. Les voleurs en tuèrent 14 cet après-midi-là, n'ouvrant jamais le feu plus d'une fois par cible. Ils ne trahirent jamais leur position. La réponse japonaise fut prévisible. Une patrouille fut envoyée pour retrouver les snipers. 40 soldats remontèrent la pente vers les positions des voleurs. Tachowski retira ses hommes avant le contact. Ils se fondirent dans la jungle. La patrouille japonaise ne trouva que des positions de tir vide et des corps. Cette nuit-là, Tachowski reçut de nouveaux ordres. Le renseignement de division avait localisé un dépôt de munitions japonais près de Garapan, la capitale de Saipan. Le commandement voulait que les voleurs reconnaissent le dépôt et rendent compte de sa sécurité, éventuellement le détruire si l'occasion s'en présentait. La mission était un suicide. Garapan se trouvait à 2 miles derrière les lignes japonaises. Des milliers de soldats ennemis entre les positions des Marines et la ville, aucun soutien, aucun renfort. Si quelque chose tournait mal, les voleurs seraient seuls. Tachowski choisit 8 hommes, les meilleurs combattants du peloton. Il leur annonça qu'ils partiraient à 2h00, le 17 juin, qu'ils traverseraient les lignes japonaises sous couvert de nuit, qu'ils reconnaîtraient le dépôt et reviendraient avant l'aube. Il ne leur parla pas du rapport de renseignement qu'il avait lu cet après-midi-là, celui qui indiquait que les commandants japonais avaient ordonné à leurs troupes de ne faire aucun prisonnier, que les marines blessés étaient utilisés comme appâts pour tendre des embuscades aux équipes de secours, et que l'ennemi se préparait à une attaque suicide finale, lançant chaque soldat disponible contre les lignes américaines. Les voleurs marchaient vers l'enfer, et ils ne reviendraient pas les mêmes hommes qu'en partant. La patrouille de 8 quitta les lignes américaines à 02h00, le 17 juin. Pas de lune, obscurité totale. Ils avancèrent vers l'ouest, à travers les champs de canne à sucre en direction de Garapan. Tous les 50 yards, ils s'arrêtaient, écoutaient. La jungle n'était jamais silencieuse sur Saipan. Les patrouilles japonaises se déplaçaient sans cesse. L'artillerie grondait au loin. Des blessés hurlaient dans le no man's land entre les lignes. À 03h30, les voleurs avaient parcouru 1 mile, traversé 2 itinéraires de patrouilles japonaises sans être repérés.
Le sergent Bill Knuppel ouvrait la marche lisant le terrain, au toucher s'immobilisant chaque fois qu'il percevait un mouvement. Le reste de la patrouille suivait en file indienne espacée de 3 mètres, sans parler uniquement des signaux de main. Ils atteignirent la périphérie de Garapan à 04h15. La ville avait été rasée par le bombardement naval, bâtiments, réduits en gravats, rues criblées de cratères, mais les infrastructures tenaient encore. Les voleurs voyaient des soldats japonais circuler dans les ruines des camions de ravitaillement des lignes de communication. Malgré la destruction, la base militaire fonctionnait toujours. Le dépôt de munitions se trouvait à la limite nord de la ville, 3 bunkers en béton, entourés de fils barbelés, des gardes à chaque entrée. Tachovski compta 16 soldats, visibles probablement davantage à l'intérieur. Ses ordres étaient clairs, observer, rapporter, ne pas engager. Mais il vit une opportunité. Les bunkers possédaient des conduits de ventilation de petites ouvertures, dans le béton assez large, pour y glisser une charge. S'ils pouvaient placer les explosifs sans être repérés, ils pouvaient anéantir tout le dépôt, éliminer des tonnes de munitions japonaises, neutraliser l'artillerie ennemie pour plusieurs jours. Il prit la décision. 2 hommes s'approcheraient du bunker le plus proche pour poser les charges. Le reste couvrirait leur retraite en cas de problème. L'explosion serait programmée pour 05h00, puis ils couraient comme des damnés pour regagner les lignes américaines avant que les Japonais ne comprennent ce qui s'était passé. Le caporal Roscoe Mullins et le soldat Otto Ebel se portèrent volontaires. Tous deux avaient de l'expérience en ingénierie et connaissaient les explosifs. Ils se mirent en route à 04h30, rampèrent les 100 dernières yards et mirent 20 minutes à atteindre le conduit de ventilation. Les gardes japonais passaient à moins de 10 mètres. Mullins attendit qu'un garde tourne le dos puis leva doucement la sacoche d'explosifs jusqu'à l'ouverture, la coinça à l'intérieur, régla le minuteur sur 15 minutes, puis recula lentement. Ils étaient à 10 yards du bunker lorsqu'un garde les aperçut. Le soldat japonais cria, leva son fusil. Mullins tira le premier. Le garde s'effondra, mais son cri alerta tout le dépôt. Des sifflets résonnèrent dans les ruines. Des soldats sortirent des bâtiments. Les voleurs ouvrirent le feu depuis leur position à 200 yards pour couvrir Mullins et Ebel pendant leur fuite. La charge explosa à 04h57, 3 minutes plus tôt que prévu. L'explosion déchira le bunker, provoquant des détonations secondaires lorsque les munitions à l'intérieur s'enflammèrent, obus d'artillerie, mortier, munitions légères. Toute la chaîne de stockage entra en réaction. Les explosions se succédèrent pendant 5 minutes. Le ciel s'embrasa d'orange. Des débris retombèrent sur Garapan. Les voleurs profitèrent du chaos pour s'échapper courant vers l'est, à travers les champs de canne à sucre, tandis que les Japonais tentaient d'éteindre les incendies et d'évacuer le reste des munitions. À 06h00, ils avaient franchi de nouveau les lignes américaines. Les 8 hommes étaient revenus vivants. Aucune perte. Ils avaient détruit le plus grand dépôt de munitions du nord de Saipan. Le renseignement divisionnaire estima que l'explosion avait éliminé 30% des réserves d'artillerie japonaises. Le feu ennemi diminua sensiblement au cours des 2 jours suivants. Les pertes des Marines chutèrent. L'avance s'accéléra. Mais la mission eut des conséquences. Les commandants japonais comprirent que des unités d'éclaireurs marines opéraient derrière leurs lignes. Ils multiplièrent les patrouilles, installèrent des embuscades et commencèrent à utiliser les blessés américains comme appât. Tout marine capturé seul était exécuté immédiatement.
Les règles de la guerre sur Saipan changèrent après Garapan. Le 19 juin, une patrouille de voleurs tomba dans une embuscade près du mont Tipo Palais. 4 hommes reconnaissaient un réseau de sentiers. Des soldats japonais s'étaient positionnés dans les arbres et dans des positions souterraines, attendant que la patrouille soit encerclée, puis ouvrir le feu. Le chef de patrouille fut tué sur le coup. Les 3 autres se frayèrent un chemin en combattant blessés. Un homme reçut une balle dans l'épaule. Un autre eut des éclats d'obus dans la jambe. Ils regagnèrent les lignes des Marines, mais apportèrent une nouvelle terrible. Les Japonais avaient utilisé 2 marines blessés comme appât, les laissant gémir de douleur dans une clairière à découvert. Quand la patrouille des voleurs s'approcha, l'embuscade se déclencha. Les Marines blessés moururent dans la fusillade. Cette nuit-là, les 40 voleurs tinrent une réunion non officielle. Aucun officier, présent seulement des hommes du rang. Ils votèrent à l'unanimité. Aucun voleur ne serait fait prisonnier. Si un camarade était blessé et incapable de s'échapper, les autres s'assureraient d'une mort rapide plutôt que d'une capture et d'un supplice. La guerre sur Saipan était devenue personnelle. Au 23 juin, les 40 voleurs étaient en combat continu depuis 8 jours. Pas de repos, pas de relève. Ils fonctionnaient par équipe de 12 heures, la moitié du peloton, en reconnaissance, le jour l'autre moitié, infiltrant les positions japonaises la nuit. Le sommeil ne dépassait pas des cycles de 2 heures. La nourriture était tout ce qu'ils pouvaient voler ou récupérer. Les pertes s'accumulaient. Le peloton avait commencé avec 40 hommes. Au 23 juin 32, restaient aptes au combat. 3 étaient morts, 5 blessés suffisamment gravement pour évacuation. Le calcul était simple. Si le combat continuait à ce rythme, le peloton cesserait d'exister avant le 1er juillet. Pourtant, ils continuaient à chasser. Le 24 juin, une équipe de 4 hommes reconnut des positions japonaises dans la péninsule de Kagman et trouva un poste de commandement de bataillon dans un réseau de grottes, 20 officiers, du matériel radio des cartes, montrant les positions défensives dans le nord de Saipan. L'équipe ne put attaquer la grotte, trop de gardes. Alors elle balisa la position et appela l'artillerie. Le tir naval détruisit la grotte à 16h00. Un impact direct de obus de 14 pouces. Toute la structure de commandement d'un bataillon japonais disparut en une frappe. La coordination ennemie s'effondra. Les Marines progressèrent de 300 yards cet après-midi-là, avec une résistance minimale. Le lendemain apporta la pire perte qu'auraient à subir les voleurs. Le caporal Martin Dyer mena une patrouille dans une jungle épaisse près du mont Taposho. 5 hommes, mission reconnaître des positions d'artillerie japonaises signalées dans la zone. Ils trouvèrent l'artillerie 4 pièces, type 92, positionnée dans un ravin étroit et camouflée par la végétation complètement invisible à la reconnaissance aérienne. La patrouille de Dyer observa la position pendant 30 minutes, compta les servants, repéra les stocks de munitions, puis commença à se retirer. Ils se trouvaient à 200 yards de la position d'artillerie lorsque des fantassins japonais surgirent de 3 directions. L'embuscade était parfaite. Des mitrailleuses ouvrirent le feu depuis des positions surélevées des fusils, depuis le sol. La patrouille se retrouva dans la zone de tir sans abri. D'ailleurs, ordonna à ses hommes de se disperser et de courir vers les lignes marines. Il resta en arrière, avec une mitrailleuse Browning, couvrant la fuite de son équipe. 3 hommes s'en sortirent. Dyer et un autre marine ne revinrent pas. Le marine qui resta avec Dyer fut retrouvé plus tard mort de multiples blessures par balle.
Le corps de Dyer ne fut jamais récupéré. Les forces japonaises avaient occupé la position avant que les Marines ne puissent ramener les restes. Les survivants de la patrouille rapportèrent que Dyer avait tué au moins 7 soldats japonais avant que sa position ne soit submergée. Pour ses actions, il reçut à titre posthume la Navy Cross. La citation mentionnait qu'il s'était sacrifié pour assurer la survie de sa patrouille. Son leadership et son courage étaient conformes aux plus hautes traditions du corps des Marines. La mort de Dyer frappa durement les voleurs. Il était populaire, un bon chef, le type de marine, qui n'aurait jamais demandé à personne de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Sa perte rappela à tous que compétence et entraînement ne faisaient que retarder l'inévitable sur Saipan. Les chiffres finiraient par rattraper les hommes. Le 26 juin apporta une information qui changea la situation tactique. Les forces japonaises se préparaient à une attaque massive de type Bonsai. Le renseignement estimait que 3000 soldats lanceraient un assaut suicidaire contre les positions marines. Le commandement demanda aux voleurs d'infiltrer les zones de rassemblement japonaises, de repérer les officiers et de les éliminer avant le déclenchement de l'attaque. Tachowski reçut ses ordres à 22h le 26 juin. L'assaut Bonsai était attendu dans les 48 heures. Il disposait d'une seule nuit pour perturber les préparatifs japonais. Sa mission emmenait 20 voleurs profondément derrière les lignes ennemies, trouver les postes de commandement, tuer autant d'officiers que possible et semer le chaos avant l'assaut. C'était la mission la plus dangereuse assignée au peloton. Les forces japonaises se consolidaient, des milliers d'hommes prenaient position. Pour l'attaque, la sécurité serait intense, la zone saturée de troupes ennemies, l'extraction serait presque impossible en cas d'échec. Tachowski briefa ses hommes. À 23 heures, il leur exposa les chances, leur dit que les pertes seraient élevées et demanda des volontaires. Les 20 hommes firent un pas en avant, non pas par bravoure, mais parce qu'ils savaient ce qui se passerait s'ils échouaient. L'assaut Bonsai frapperait les lignes marines avec une force écrasante. Des milliers d'hommes mourraient à moins que quelqu'un ne perturbe les préparatifs japonais avant l'attaque. Les voleurs iraient. Ils chasseraient les officiers dans l'obscurité, conscients qu'ils ne reviendraient sans doute pas tous. Ils partirent à minuit, le 27 juin. Pas de lune, un ciel lourd de nuages, conditions parfaites pour une infiltration. Ils se divisèrent en 5 équipes de 4 hommes. Chaque équipe avait un secteur défini et savait qu'elle serait livrée à elle-même en cas de contact. Tachowski menait l'équipe du centre avançant vers l'ouest à travers les lignes japonaises. À 02h00, ils avaient pénétré d'1 mile en territoire ennemi. Partout des soldats japonais, dormant dans des tranchées, montant la garde, déplaçant des vivres. Des milliers d'hommes se préparaient à l'assaut. Le premier officier mourut à 02h30. Un capitaine japonais étudiait des cartes à la lueur d'une lampe dans une tente américaine capturée. L'équipe de Tachowski s'approcha à moins de 50 yards. Un tir unique d'un Springfield à silencieux. Le capitaine s'effondra sur ses cartes. Les gardes n'entendirent rien. Pendant les 3 heures suivantes, les 5 équipes éliminèrent 17 officiers japonais. Major, capitaine, lieutenant, toute la structure de commandement de l'assaut Bonsai. Chaque exécution fut silencieuse, chaque équipe se retira sans être détectée. À 05h30, les 20 voleurs étaient revenus aux lignes américaines. Aucune perte. L'assaut Bonsai se produisit le 7 juillet à 04h00. 3000 soldats, japonais baïonnettes, au canon, chargèrent en hurlant sur un front de 2 miles. Le combat fut féroce, au corps à corps, fusil-pistolet,
couteau, pelle, tout ce qui pouvait tuer. Mais l'attaque manquait de coordination. Les officiers censés la diriger étaient morts. Les unités attaquaient sans appui, les communications s'effondrèrent. Ce qui devait être une offensive organisée devint une charge chaotique. Les Marines tinrent leur position. L'artillerie et les mitrailleuses fauchèrent vague après vague de soldats japonais. À 08h00, l'assaut avait échoué. Les Japonais perdirent 2500 hommes. La ligne des Marines tint. La bataille de Saipen s'acheva pratiquement ce matin-là. La résistance organisée s'effondra. Les survivants se replièrent dans les grottes pour des combats désespérés. Les 40 voleurs avaient accompli leur mission. Leur raid nocturne avait détruit le commandement japonais, transformant une attaque planifiée en une charge suicidaire inutile. Le peloton termina la campagne avec 27 hommes, 13 à perte en 21 jours, 4 morts, 9 blessés. Les survivants rentrèrent à Hawaï en août. Le peloton fut dissous en octobre, ses membres réaffectés dans l'infanterie. Le corps des Marines estima que les pelotons spécialisés coûtaient trop cher en vie, mais leur héritage demeura. Frank Tachowski reçut la Silver Star. Ses méthodes influencèrent la doctrine de reconnaissance pour le reste de la guerre. Le concept de petites équipes, opérant indépendamment derrière les lignes ennemies, devint la norme. Ce que William Walling avait créé, à Guadalcanal, les 40 voleurs le perfectionnèrent à Saipan. Les tireurs d'élite modernes des Marines tirent leur lignée directe de ces hommes. L'entraînement de Walling, la sélection de Tachowski, le savoir du terrain, le meurtre silencieux, l'indépendance. Chaque sniper des Marines, depuis 1942, a appris les leçons écrites dans la jungle du Pacifique. La spécialité de scout sniper fut retirée en décembre 2023, après 81 ans. Mais son esprit survit dans les pelotons de reconnaissance, les manuels tactiques et les histoires transmises entre générations. Des histoires qui rappellent qu'il arrive que les guerriers les plus redoutables soient invisibles. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur « J'aime ». Chaque clic aide à la partager. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des récits. Oubliez des histoires de marines qui ont sauvé des vies par leur savoir-faire et leur courage. De vrais hommes. Un héroïne réel. Laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez. États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous gardez ces mémoires vivantes. Merci de veiller à ce que Wild Bill Walling et les 40 voleurs ne disparaissent jamais dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et grâce à vous, ils le seront.